Culture et confiture, l'émission qui explique la psychologie, la philosophie, les dogmes et les croyances. Alors si toi aussi tu as des questions, écoute Culture et confiture. Bienvenue dans notre rubrique, notre émission Psychologie, dogmes et croyances avec Jacques Chekroun. Et puis je pense justement, Jacques, vous êtes au bon endroit pour notre interview concernant votre nouveau livre, Le procès de Spinoza chez Albin Michel. On est d'accord avec Psychologie, oui, dogmes et croyances? Je crois que je suis au bon endroit, oui. Ça fait très très plaisir. On va vous découvrir un petit peu pour certains qui ne vous connaissent pas. Donc Jacques Chekroun, vous avez été avocat pendant 40 ans. Vous êtes écrivain depuis 2008. 13 ans plus tard, c'est 6 livres. On peut vous dire aussi que vous êtes philosophe, penseur, conférencier, c'est ça ? C'est difficile de se dire soi-même philosophe, mais en tout cas penseur, conférencier, oui. Vous êtes également cofondateur de l'école européenne des philosophies et psychothérapie appliquées. On retrouve donc l'école principale, je crois, à Paris. On a des antennes à Lille, Bordeaux, même en Belgique, à Bruxelles, à Strasbourg. Oui. À Reims. Effectivement, oui. L'école, le EPA a des antennes un petit peu partout. Je suis aussi secrétaire général de la Sigmund Freud University à Paris. Alors on fera un petit topo, comme on dit, sur l'actualité, puisqu'il y aura une porte ouverte concernant cette école en septembre. Pour le EPA, oui. Une Exactement. porte ouverte sur Bordeaux, là, oui. Exactement. Vous êtes également le créateur du Festival de Cabourg, une autre façon d'aimer depuis 17 ans. Ça a lieu cette année également en novembre. On l'espère. Voilà, c'est ça. Ça va dépendre de plein de choses, de plein de paramètres. Oui. On est optimiste. Et puis, ça, on fera un petit tour, justement, un petit tour d'horizon tout à la fin de notre interview. Alors, concernant justement ce livre, le livre de Le procès de Spinoza, on va peut-être commencer comme ça, succinctement. Qui est Baruch, ou encore Benoît, comme on dit, Spinoza en français. Qui est-il, cet homme-là ? Alors déjà, c'est intéressant que vous disiez ses prénoms, parce qu'ils veulent tous un petit peu dire la même chose. Prénom d'origine, enfin son prénom de naissance, c'est Baruch, qui veut dire le béni, qui veut dire béni en hébreu. Mais comme il est d'origine hispano-portugaise, donc en portugais on dit Bento. En espagnol, on dit Benito, si ma mémoire est bonne. J'ai un petit doute tout d'un coup, mais bon, peu importe. Et puis il va finir par s'appeler Benedictus, qui veut dire la même chose en latin. Exact. Alors, qui est-il notre Baruch de Spinoza? Avant d'être un philosophe, c'est un petit garçon qui naît dans une famille juive émigrée, ou plutôt expulsée suite à l'Inquisition qui a sévi en Espagne, puis au Portugal au XVe et XVIe siècle. Donc sa famille décide de s'en aller. Et à cette époque-là, lorsqu'on vivait en Espagne, au Portugal, il y avait plusieurs directions pour fuir. Ça a été pour certains l'Afrique du Nord, ça a été pour d'autres la France. Et puis pour ceux qui étaient sur la côte atlantique ou pas loin de la côte atlantique, c'était de prendre un bateau, par exemple à Lisbonne. Et où est-ce que menait ce bateau? Il menait dans des Eldorado, et l'Eldorado, l'Amérique à l'époque, l'Amérique existait déjà, mais c'était pas encore le Pérou, si je puis dire. Mais ce qui correspondait à l'Eldorado à l'époque, c'était Amsterdam, qui était la capitale économique mondiale, qui régnait sur les mers, sur les océans. Et donc la famille de Spinoza va s'installer à Amsterdam, où Baruch de Spinoza va naître, donc dans cette famille juive émigrée du Portugal. Et le petit Bento, il va passer son enfance entre la synagogue et l'épicerie, en gros, demi-gros de son père. On va voir en lui un futur rabbin, parce que très brillant, très bon élève, parlant l'hébreu, connaissant la Bible par cœur à 8 ou 9 ans. C'est un érudit très tôt. Il est érudit très tôt, finalement. Très tôt, voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 15-16 ans, l'adolescence, il se passe souvent des choses à l'adolescence. On fait des rencontres, on fait des lectures. Tout peut être bouleversé. C'est ce qui s'est passé pour lui. Il a fait des rencontres, des lectures qui ont changé son parcours et qui ont fait qu'il a tenu un autre langage, qui n'a pas plu à sa communauté, d'où ce procès de Spinoza qui est le titre de mon livre. Tout à fait. Donc en fait, sa croyance, là on rentre vraiment dans le vif du sujet, mais en fait, sa croyance dans les institutions juives l'amène à des interrogations à travers ces différentes rencontres, et pourtant tout le monde croit en lui. C'est pas tellement, oui, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est la croyance dans les institutions, parce que les institutions,
qu'il y ait une synagogue, qu'il y ait des synagogues, des rabbins, tout ça, c'était pas vraiment le problème. Le problème, c'était comment les gens autour de lui et donc les chefs religieux, comment est-ce qu'ils envisageaient le rapport à Dieu. Et ça, effectivement, il a commencé à se poser des questions. Notamment la première question qui l'interpelle et qu'un non-juif qui est à l'époque de l'Église réformée, un ménonite lui pose. Il a 16 ou 17 ans. Il lui dit, mais c'est même pas une question. Ce jeune homme avec qui Spinoza discute dans une taverne lui dit, mais Dieu ne demande rien. Et pour Spinoza, c'est inentendable. Il a vécu toute sa vie dans le fait que Dieu demandait quelque chose. Dieu demandait de jeûner, Dieu demandait de respecter le jour du repos, donc le Shabbat dans la religion juive. Dieu demande de respecter les commandements. Dieu demande alors pour certains dans certaines religions de se couvrir la tête, dans d'autres de se courber au sol, dans d'autres de s'enlever son couvre-chef quand on rentre dans un lieu de culte. Mais bon, et ça, donc que dire que Dieu ne demande rien, c'est juste pas possible. Et ça a été au début un grand combat intérieur et finalement le début de sa réflexion. D'où la fameuse phrase « Le cheminement a été le sien pour passer d'un Dieu qui punit à un Dieu qui, ayant tout et étant tout, ne demande rien. » C'est ça, effectivement. L'idée, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu demande quelque chose puisqu'il est tout et qu'il a tout? Alors, quand on est tout et qu'on a tout, on ne manque de rien, et ne manquant de rien, on peut rien demander, on peut pas imaginer un Dieu, et c'est ce que Spinoza réalise, qui est là-haut, dans le ciel, et qui nous surveille, qui surveille chacun de nos faits et gestes, et qui est prêt à nous punir si on ne respecte pas ses prétendus commandements. Donc oui, effectivement, passer d'un Dieu qui punit d'un Dieu qui punit à un Dieu qui ne demande rien. Alors vous, dans votre livre, vous avez choisi de mettre en avant principalement ce personnage qui a peut-être changé la vision de la religion, en tout cas à cette époque. Mais Descartes, par exemple, avait-il commencé avant lui ou il y en a eu d'autres, peut-être? Oui, bien sûr qu'il y en a eu d'autres. Spinoza, il est pas sorti. Enfin, la pensée de Spinoza n'est pas sortie de rien. Et d'ailleurs, on voit dans le livre effectivement qu'il est marqué par certaines lectures, dont celle de Descartes. Spinoza, avant d'être spinoziste, il a d'abord été cartésien. Pendant les premières années de son enseignement, on peut dire, puisque il a été un peu proclamé philosophe par ses amis ou peut-être par lui-même. Il avait donc un petit cercle autour de lui qui venait écouter ce qu'il disait. Et pendant ces quelques premières années, il faisait du Descartes. Et Descartes, effectivement, il a ouvert la voie à certains. Voilà, Spinoza s'en est ensuite écarté, mais c'est souvent comme ça que les choses se passent. Hein. On a un maître, on suit le maître, et puis on fait ensuite son propre chemin. Que ce soit en philosophie, que ce soit en musique, que ce soit en danse, enfin dans n'importe quelle activité. Et souvent l'élève dépasse le maître. Alors est-ce qu'on peut dire que l'élève a dépassé le maître de Spinoza à Descartes? J'en sais rien. Mais en tout cas, il a suivi un chemin différent et Descartes lui a ouvert la voie sur bien des points. Ce que j'ai beaucoup aimé en lisant le livre, c'est qu'on a un côté, je le trouve dans sa pensée très contemporain. Toutefois, dans votre écriture, c'était vraiment super parce qu'on remet un texte de l'époque, ou en tout cas, on imagine les échanges, on a vraiment l'impression d'être dedans, on voit les images. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas. Et justement, si je parle de contemporain, c'est que j'avais une question. Au-delà de la remise en cause de l'appartenance de Spinoza à la communauté juive d'Amsterdam, Baruch remet en cause tout un système de croyances. Comment, aujourd'hui, est-il encore perçu par ses pairs? Je dirais par les communautés juives, par des rabbins. Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce qu'on en parle encore? Est-ce que c'est quelque chose qui est oublié ou est-ce que ça a servi? Alors, moi, je crois que Spinoza est absolument d'actualité. Alors, vous demandez comment est-ce qu'il est perçu par la communauté juive. Je vais vous répondre, mais je voudrais quand même peut-être dire d'abord que si Spinoza n'avait pas été juif, que s'il avait été catholique ou protestant, ça aurait provoqué les mêmes difficultés. Ses pensées auraient provoqué les mêmes difficultés. Et s'il avait été catholique, il aurait été excommunié par Rome
de la même façon qu'il a été banni par la synagogue d'Amsterdam. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Alors maintenant, comment le judaïsme d'aujourd'hui réagit et vit Spinoza? Votre ressenti, c'est le vôtre, personnel. Mon ressenti, oui, je vais peut-être déjà l'illustrer par un petit mot d'humour, en ce sens que la première, quand le livre est paru, donc il y a quelques semaines, mon attaché de presse, la première interview qu'elle m'annonce, c'est dans une radio juive. Et donc, et là, je me suis dit, pendant les quelques jours qui m'ont séparé de cette interview, je me suis dit, oh là, mais je vais me faire incendier. Donc, j'étais vraiment très, très inquiet de la façon dont j'allais être reçu. Et j'arrive donc dans les locaux de cette radio. Les couloirs étaient un peu déserts. Je rencontre un journaliste qui voit que je suis en train de chercher, qui me dit vous venez pour Spinoza? J'ai dit ouais. Et là il me fait ouais, super. Alors déjà ça m'a beaucoup rassuré. Et ensuite la journaliste qui m'a interviewé avait beaucoup aimé mon livre. Elle n'a pas arrêté de le couvrir de louanges. J'ai eu la même chose dans toutes les radios juives. J'en ai fait plusieurs, j'ai eu la même chose. Donc c'est pour vous dire que l'accueil donc de Spinoza est quand même en général très favorable. Néanmoins, quand je suis arrivé à cette première radio juive, la journaliste, juste avant de rentrer dans le studio, me dit ah mais je vous ai pas dit, mais nous allons être en duplex avec le grand rabbin. Donc elle me donne le nom d'un et là je me suis dit oh là là. Et effectivement, là ça a été beaucoup plus difficile parce que je me suis trouvé à confronter à quelqu'un qui était beaucoup plus dans le respect de la tradition. Il faut pas dépasser les bornes, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a quand même des limites à ne pas dépasser, enfin etc. etc. Donc je dirais que hormis une frange de la communauté juive qui reste dans l'orthodoxie, dans le respect rigoureux, d'une façon générale, les juifs d'aujourd'hui accueillent très bien. Mais vous savez, en fait, ce que finalement, ce pourquoi Spinoza a été banni, comme par exemple sa position, la position que je lui fais prendre par rapport au fait de manger cachère ou des choses comme ça. Mais je dirais que si aujourd'hui on devait bannir les gens qui se comportent ou pensent comme Spinoza, et je l'avais dit d'ailleurs, et le rabbin en question, le grand rabbin en question, on avait convenu, on mettrait dehors 80% de la population juive. Vous voyez, ça ferait beaucoup quand même, hein. Ça ferait beaucoup. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que Spinoza est quand même beaucoup. Il est d'une infinie actualité. Hein. Tout à fait. De ce côté-là, ça n'a pas changé. Vous savez, il y a toujours des gens qui dans toutes les religions, hein, qui veulent être plus royalistes que le roi, et qui en font plus. On ne sait pas trop pourquoi, hein, pour comment dirais-je, pour défendre une cause, mais de façon plutôt peu sensée ou sans comprendre le pourquoi. Puis il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui se demandent est-ce que vraiment c'est la lettre, est-ce qu'il faudrait pas plutôt aller vers l'esprit des textes plutôt que la lettre au pied de la lettre. Et ça, c'est resté effectivement d'actualité. Justement, à travers ce livre, ce roman, on y reviendra un petit peu comment vous l'avez élaboré, comment vous l'avez écrit. Mais on va aller un petit peu plus loin avec tout ce que vous m'avez dit. À travers ce livre, ce roman, vous nous invitez justement à échanger davantage sur nos croyances afin de changer nous-mêmes, changer notre regard sur l'autre et évoluer. Est-ce qu'il faudrait s'ouvrir davantage à la différence finalement ? Oui, alors quand vous, là, dans votre question, quand vous envisagez les croyances, vous parlez, il y a deux sens à ce mot croyance, hein. Il y a la croyance en Dieu et puis il y a nos croyances qui sont nos croyances du quotidien. Je parle des croyances du quotidien, parce que c'est vrai que quand on est, vous l'avez très bien dit, est-ce qu'on garde les textes de l'époque, entre guillemets, les textes anciens et on s'y tient, ou est-ce qu'on fait évoluer nos croyances et peut-être justement pour changer notre regard sur l'autre, il nous faut évoluer et donc il nous faut changer ces croyances qui nous sont toutes personnelles. Oui, alors j'ai quand même un petit doute sur le sens de votre question parce que
Est-ce que, quand vous dites les croyances du quotidien, c'est ce que je crois de la vie, ce que je crois des autres, ce que je crois de moi-même? C'est ça dont vous parlez? Oui, c'est-à-dire que ça peut être dû à une éducation. Donc c'est ce que je crois sur moi, je suis nul, je suis maladroit, c'est ce que je crois sur Par la exemple. vie, la vie est dure. Voilà, la vie est dure, il faut en baver pour y arriver. Ce que je crois sur le monde et sur les autres il faut s'en méfier. Le monde c'est un monde de brutes. Voilà, c'est ce genre de croyances effectivement qui nous habitent. Et ces croyances, en fait, on les vit comme des certitudes. D'ailleurs, on appelle ça des croyances, mais ce sont beaucoup plus des certitudes que des croyances, parce que on passe notre vie à vouloir démontrer qu'on a raison. J'aime bien ce que dit Marshall Rosenberg, qui est l'inventeur de la communication non violente à cet égard. Il dit, dans la vie, on a le choix entre avoir raison ou être heureux. On va essayer d'être heureux. Et je trouve que c'est très fort, parce qu'effectivement, on est confronté à longueur de temps à des gens qui veulent avoir raison. Et ils veulent avoir raison pour se confirmer que leurs croyances sont vraies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le système? Quel est le mécanisme des croyances? Le mécanisme des croyances, c'est que j'ai quelque part nous avons hérité des croyances que nous ont inculquées nos parents, nos grands-parents, nos maîtres, nos curés, nos rabbins, etc. Et qu'il y a une nécessité impérieuse de cohérence. Il faut qu'ils aient raison, parce que s'ils n'ont pas raison pour le petit enfant que nous étions, alors tout s'écroule, alors tout devient incohérent et le monde s'écroule. Donc, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils nous ont transmis comme des certitudes, il est impératif que ça se vérifie, même si c'est douloureux, même si c'est terrible, même si c'est catastrophique, même si la croyance c'est je suis un monstre. Eh bien, je vais quelque part, du fait que ce système est comme ça, je vais faire en sorte de pouvoir dire aux autres, urbi et orbi, comme on dit en chrétienté, c'est-à-dire au monde, à la ville et au monde, je vais faire en sorte de clamer au monde entier que vous voyez, j'avais bien raison, que je suis un monstre. Donc, je vais égorger des gens, je vais devenir serial killer, et ça permet de dire, eh ben, vous voyez, j'avais bien raison, ma croyance est vérifiée. Si vous permettez, je vais juste terminer l'idée, c'est que en fait si vous êtes avec quelqu'un en face de quelqu'un qui vous dit, je sais pas moi, tous les hommes sont des salauds. Vous allez lui dire, oh ben non, enfin quand même, faut pas exagérer. Regarde, il y a machin qui est très sympa. Oui, mais c'est une exception. Les exceptions confirment la règle. Moi, je te le dis, tous les hommes sont des salauds. Et cette personne va revenir la semaine d'après ou le mois suivant en vous disant, ah ben tu vois, regarde, tu me disais que c'était pas vrai, mais regarde, je suis encore tombé sur un salaud qui m'a fait ceci et qui m'a fait cela. Et en fait, le raisonnement consiste à placer l'expérience avant la croyance. C'est-à-dire de dire, ben voilà, c'est ce que j'ai vécu qui fait que je crois ça. C'est le fait que j'ai rencontré ce mec qui m'a tabassé, encore un, qui me fait dire tous les hommes sont des salauds. Et donc, je place l'expérience avant la croyance. Mais on se rend compte, quand on analyse bien les situations, qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est parce que je crois cela. C'est parce que je crois que je suis un monstre. C'est parce que je crois que tous les hommes sont des salauds que je vais créer des situations en face de moi qui vont me le confirmer. Et par conséquent, j'aime à dire que, contrairement à ce que l'immense majorité des gens pensent, à savoir que ce sont les expériences qui précèdent les croyances, ce sont plutôt les croyances qui précèdent les expériences. Et c'est pour ça, et là j'en reviens à votre question, qu'il est important de prendre, donc peut-être pas de changer nos croyances, parce que nos croyances sont toujours des certitudes et qui font que par le système fait qu'on veut avoir raison. Mais donc, ce qui est important, c'est non pas de changer les croyances, mais de prendre conscience de nos croyances. Par exemple, quelqu'un qui a la croyance de je suis nul, bah je prends conscience que c'est une croyance. Je prends conscience que et les expériences que j'ai vécues et qui m'ont permis de le confirmer, eh bien de voir qu'en fait, c'est parce que je croyais que j'étais nul que j'ai créé ces expériences qui m'ont permis de dire à tout le monde, ah ben vous voyez, je suis nul, j'y arrive pas. Vous voyez, ce sont nos croyances qui précèdent nos expériences et non pas le contraire. Et c'est la prise de conscience de ce mode de fonctionnement qui nous permet d'avoir un regard différent sur les autres. Parce que le regard qu'on a sur les autres, il est souvent dépendant de nos croyances. Si je crois que tous les autres sont nuls, si je crois que tous les autres sont des crétins, des imbéciles, des abrutis, eh bien, je vais me le confirmer. Donc, à partir du moment où je prends conscience que c'est une croyance, je vais changer mon regard sur l'autre. Je vais changer mon regard sur le monde. Je vais changer mon regard sur la vie. Je vais changer mon regard sur moi-même.
Et là on revient à Spinoza, j'ai changé mon regard sur Dieu. Tout à fait. Et justement, Baruch de Spinoza, pendant la première partie du livre, pendant qu'il est jeune, il refuse aussi le contact avec les autres communautés, c'est une croyance, puisqu'on lui a dit, on lui fait penser que justement, il pourrait devenir mauvais à côtoyer des personnes qui ne sont pas de la communauté juive. C'est ça. Oui, je crois que ça existe dans toutes les communautés. Voilà, je dis juif parce que c'est le livre qui est basé sur ça. Mais effectivement, on est d'accord, c'est toutes les communautés. Mais oui, bien sûr. Vous savez, dans l'islam, celui qui n'est pas musulman, on l'appelle un mécréant. Un mécréant, exactement. Voilà. Et donc, quelque part, fréquenter des mécréants, vu de certains points de vue, quelque chose de blasphématoire, quoi. Donc oui, effectivement. Spinoza, il est élevé dans son monde, il vaut mieux qu'il ne sorte pas de ce monde, et c'est le jour où il va casser la coquille et sortir hors de son quartier qu'il va effectivement se rendre compte qu'il existe autre chose que ce monde-là, cette vision étroite dans laquelle il s'est vite senti enfermé, et il va partir finalement à la découverte du monde. Je crois que c'est un phénomène tout à fait normal chez l'être humain, effectivement, de casser la coquille et d'aller voir ailleurs. Là où j'ai trouvé quelque chose d'assez fantastique, j'ai fait une similitude. J'ai trouvé, alors vous allez comprendre pourquoi, et vous allez peut-être pouvoir me répondre. En fait, Baruch de Spinoza, pendant tout un temps, il a su évoluer sans voyager. Et on dit souvent que les voyages permettent d'ouvrir l'esprit. Lui, il a ouvert son esprit à travers les rencontres dans Amsterdam. Je fais un parallèle avec ma grand-mère qui est décédée à 102 ans, qui n'a jamais quitté le village et qui avait une capacité d'ouverture et de discussion absolument extraordinaire. Là où je veux en venir, c'est que très souvent, pour ma part, j'ai voyagé un petit peu et c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit de découvrir d'autres modes de pensée, des continents différents, des personnes différentes. Comment une personne comme elle, comme Baruch de Spinoza, d'après vous, a-t-elle pu faire évoluer justement son mode de pensée sans rencontrer nécessairement des personnes étrangères? Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « Où que tu ailles, même à l'autre bout du monde, c'est toi que tu trouveras ». Et donc, pris à l'envers, ça veut dire qu'on n'a pas forcément d'aller au bout du monde pour découvrir le monde, pour découvrir d'autres choses, pour découvrir d'autres modes de pensée. Spinoza, il a suffi, si je puis dire, qu'il pousse la porte de son quartier, du quartier juif Vloyenburg. Je sais pas comment on dit en hollandais, je parle pas l'allemand et je parle pas le néerlandais, mais il me semble que c'est comme ça, Vloyenburg, donc le quartier juif d'Amsterdam. Il a suffi qu'il pousse la porte qu'il sorte de ce quartier pour rencontrer d'autres gens, pour voir d'autres modes de vie. Et c'est vrai comme ça, il avait la chance quand même de ce que Amsterdam était une ville très cosmopolite, très tolérante, et donc où il y avait de multiples façons de vivre. Et il a simplement fallu qu'il accepte de sortir de sa communauté pour voyager. Quelquefois, on fait des milliers de kilomètres. Vous savez, moi, j'habite à Paris. Je fais partie de ceux qui lèvent le nez. Et ne serait-ce que dans ma rue, je m'émerveille encore en levant les yeux je dis quelquefois à ma femme, je dis, mais regarde cette statue qui soutient la porte de cette maison, je l'avais jamais vue. On n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour voir des merveilles, pour ouvrir ses yeux, pour voir autre chose. Donc je pense que Spinoza, effectivement, il a voyagé. Il a jamais pris le bateau, à part peut-être cette petite péniche là qui menait au cimetière, puisque c'est comme ça qu'on allait au cimetière. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais ça devait faire 10 kilomètres. Donc il a pas voyagé au sens où il a pas pris le bateau pour traverser l'Atlantique, ou il a pas pris la diligence pour aller en Italie ou en Allemagne. Il a voyagé au-delà de sa rue, au-delà de son quartier, et ça a été largement suffisant pour lui ouvrir des horizons. Et donc votre grand-mère, elle n'est pas sortie de son village, et en même temps, elle a quand même voyagé parce qu'elle a écouté les uns les autres. Tout à fait. Elle s'est intéressée à ce qu'ils se disaient, et donc quelque part, il y a 1000 façons de voyager, et on peut aussi voyager en restant dans sa ville ou dans son village. Ça a été effectivement ce qui s'est passé pour Spinoza. Et ce qui est incroyable, vous savez, là, vous me permettez de dire quelque chose que j'ai jamais dit dans aucun interview, je le réalise là maintenant. Un scoop. Oui, non, mais c'est juste que on sait les quelques ouvrages qui constituaient la bibliothèque de Spinoza. Parce que quand il est mort,
et il y a ses amis qui ont hérité de quelques petits biens, c'est-à-dire 3 fois rien, et on sait donc les ouvrages qu'il y avait dans sa bibliothèque. Mais c'était 3 fois rien. C'était 3 fois rien. Ça se compte sur les 2 doigts d'une main, ou peut-être à peine un petit peu plus. Donc je sais plus, il y en avait 10, 15. Mais quand on réalise qu'il a élaboré sa pensée avec seulement quelques dizaines de livres, alors que aujourd'hui, dans nos bibliothèques, même les plus modestes, il y en a des centaines, et que quand elles sont pas chez soi, elles sont à la bibliothèque municipale, ou à la bibliothèque du lycée, ou à la bibliothèque de l'université, et qu'on a des milliers de livres à notre disposition, et qu'avec les milliers de livres à notre disposition, on n'est pas capable souvent d'élaborer une pensée aussi incroyable que celle qu'a élaboré Spinoza, alors que lui, il l'a faite avec quelques ouvrages seulement. Et donc, ça va dans le même sens que ces voyages qu'il n'a pas fait, et en même temps, les peu de voyages qu'il a fait, avec les petites rencontres, avec les indications de livres. La première fois qu'il entend parler de Descartes, c'est relaté dans le livre, il va se précipiter dans une petite librairie à Leiden, qui est la capitale universitaire de la Hollande, pour acheter donc les méditations de Descartes, et ça va constituer ces voyages. Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est passionnant, parce que plus, vraiment, on a l'impression d'être en fête quand vous parlez, c'est vraiment passionnant. Mais ça m'amène justement à cette question, à la question suivante, parce que vous dites avec peu de choses, il a amené une manière de penser totalement différente. Et moi, la question, à partir de la phrase suivante, il dit « ne pas renier qui nous sommes ». Et dessous, j'avais donc noté « pourrait-on aujourd'hui, en 2021, amener à nouveau à penser par soi-même », c'est-à-dire aller chercher un petit peu plus à l'intérieur, réfléchir un petit peu à la manière de Spinoza, parce qu'on va retrouver plusieurs choses. Ça fait un petit peu mélanger ce que je vais dire, mais on y arrive quand même. On va reprendre par exemple Le Cercle des poètes disparus, ce fameux film. Le professeur de lettres anglaise, c'est Monsieur Keating, qui est interprété par Robin Williams, qui encourage à toujours refuser l'ordre établi auprès de ses élèves. Et dans cette classe, il dit « vous apprendrez à penser par vous-même ». Ou encore « deviens ce que tu es ». On a Socrate aussi, « connais-toi toi-même ». Et lui nous dit de ne pas renier qui nous sommes. Donc en fait, si on ne renie pas qui nous sommes, on apprend à se connaître et on arrive à nouveau à penser par soi-même. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme vous dites, j'en fais partie, on a plein de bouquins, on en lit plein, il y en a partout. J'ai l'impression que les autres pensent pour nous-mêmes, alors que Baruch de Spinoza a plutôt été lui à l'intérieur, il s'est instruit, il a échangé, mais il a compris qu'il fallait fonctionner différemment. C'est ça ou pas ? Oui, puis c'est quand vous dites ça, moi je me dis mais c'est tout le sens que je donne à ma vie depuis plusieurs années. Quand on a créé avec ma femme Nicole Acquenin le EPA, donc l'école européenne de philosophie et psychothérapie appliquée, le maître mot, c'est effectivement apprendre à penser par soi-même. C'est s'écouter, s'écouter, ne pas se trahir. C'est ça. Et lorsque nous recevons nos étudiants, donc dans le cadre de la Sigmund Freud University, dont je suis le secrétaire général, et qui est une université donc privée qui prépare au master, au bachelor et au master en psychologie, lorsqu'on reçoit les étudiants, le premier séminaire de rentrée, on insiste sur le fait qu'ils sont là pour penser, pour apprendre à penser par eux-mêmes. Ça, c'est effectivement un b.a.-ba. Je crois que tous les cours de philosophie commencent comme ça aujourd'hui. Quand vous êtes en terminale au lycée, le premier cours du professeur de philo, c'est effectivement apprendre à penser par soi-même, et donc ne pas se renier, retrouver qui nous sommes vraiment. En fait, je crois que c'est ça. Ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est que la plupart d'entre nous nous sommes adaptés à ce qu'on attendait de nous. Nous étions qui nous étions lorsque nous sommes arrivés dans ce monde, et puis on nous a demandé de nous adapter à nos parents, nous adapter à ce qu'ils attendaient de nous adapter à notre religion, nous adapter à notre environnement, nous adapter finalement. Et en nous adaptant, quelque part, on est rentré dans le moule. Et quand on rentre dans le moule, c'est comme fait la pâtissière ou le pâtissier, quand il a de la pâte qui rentre dans le moule, il est obligé d'en écarter une partie et d'y renoncer. Eh bien, nous avons renoncé à une partie de qui nous sommes pour rentrer dans le moule. Et il y a Jean-Yann qui disait merveilleusement, je sais pas, les moins jeunes n'ont pas connu Jean-Yann, mais c'était un humoriste donc dans les années 70, il était le plus populaire. Voilà, et Jean-Yann disait
plus on rentre dans le moule et plus on devient tarte. Donc, ouais, c'est pas forcément qu'on devient tarte, mais plus on rentre dans le moule et plus on oublie qui on est vraiment. Et il y a toute une démarche, effectivement, que je propose en mes différentes activités, que ce soit le EPA, que ce soit le festival Une autre façon d'aimer, dont vous m'avez annoncé qu'on parlera en fin d'entretien, qui consiste effectivement à dire, je vais aller retrouver qui je suis vraiment. J'ai dû abandonner ma grandeur, j'ai dû abandonner ma splendeur, j'ai dû m'adapter. Je me suis adapté à ce que mes parents, mes grands-parents, tous mes aïeux attendaient de moi. Je raconte souvent qu'on a un notaire en Normandie qui est voisin d'une maison qu'on y a et c'est le notaire du coin. Donc il s'appelle, je vais pas donner son nom, mais je vais en inventer un autre. Il s'appelle Maître Hector et sur son papier en tête, il y a écrit Maître Vincent Hector, successeur de son père, successeur de son grand-père, successeur de son arrière-grand-père. Et là, quand je vois ça sur le papier en tête, je me dis, mais attends, mais si ce mec, il a un gosse aujourd'hui, quel est le choix de ce gosse? Quel est le choix de ce gosse? S'il a des aptitudes musicales, théâtrales, médicales, je ne sais quoi, est-ce qu'il va vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de qui il est? Ou est-ce qu'il va être notaire comme son aïeul, comme son arrière-grand-père, etc., etc. Et je crois qu'on a tous plus ou moins des situations comme ça où on s'est adapté et il s'agit effectivement de retrouver la réalité de qui on est, peut-être la grandeur, la beauté de qui on est, la splendeur de qui on est. Vous savez, on nous a souvent dit pour qui tu te prends. Pour qui tu te prends, moi je me souviens quand on me disait pour qui tu te prends. Alors c'était peut-être effronté, et dans le fond c'était effronté, mais j'osais pas le dire. Mais si j'avais pu me permettre d'être effronté, j'aurais répondu je me prends pour qui je suis. Et au lieu de ça, je me la bouclais. Donc à tous ceux à qui un jour on a dit pour qui tu te prends et qui avaient envie de répondre, à ceux qui leur disaient pour qui tu te prends, qui avaient envie de répondre je me prends pour qui je suis, je leur dis voilà, maintenant ça y est, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, soyez qui vous êtes. Et ça me fait rebondir parce que tout ce que vous avez dit en évoquant justement ce fameux notaire, qu'est-ce qu'il va être ? Il va être encore notaire, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, et puis on va continuer. Et justement, ça me fait rebondir, c'est dire si c'est large quand on lit votre livre et là où ça m'a amené, parce que on peut voir dans le film reportage de Cyril Dion, Demain, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de 2016, il y a tout un passage dans les écoles finlandaises où elles ont un excellent classement mondial dans différentes matières. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'on met en avant l'être humain. C'est quasiment l'être avant le faire. Il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas de classement. Bon, j'ai envie de dire qu'on doit prendre certainement des exemples un petit peu comme les Montessori, Steiner, il doit y en avoir d'autres. On leur apprend à être plus autonomes, à aller chercher en eux ce dont ils ont besoin. On revoit l'extrait d'ailleurs où les élèves font de la musique, ils peuvent être manuels, ils font du tricot, et ainsi de suite, et ils vont aller vers eux-mêmes petit à petit. Les mots-clés à l'intérieur, c'était raisonner, écouter, laisser prendre des décisions. C'est le proviseur qui parlait. Alors justement, la tolérance, pas d'idée raciale, comprendre la différence, chacun est important, s'aimer les uns les autres. Et ça m'amène à la chose suivante. La tolérance, moi, c'est la question que je vais vous poser. La tolérance, émotionnellement, l'être humain est-il capable de se gérer si sa vie est source de douleur à travers ses différentes expériences ? Admettons, une femme qui a été violée, la violence sur les enfants, ou encore tout simplement une forte dévalorisation quand on est tout petit. Est-ce que, justement, la tolérance est facile quand on a vécu beaucoup dans la douleur, d'après vous ? Il y a beaucoup de choses là. Oui, il y en a beaucoup. Déjà par rapport à Demain et par rapport aux écoles finlandaises, moi il se trouve que ma fille a créé il y a 3-4 ans maintenant une école Montessori. D'accord. Qui fonctionne très bien. Quand donc il a fallu beaucoup d'énergie pour aménager cette école, et la première fois que j'y suis allé, que je suis rentré dans ces salles de classe organisées de façon tellement différente de celle que j'ai vécue moi quand j'avais l'âge d'y aller, moi je vous assure, ça m'a fait pleurer. Et l'envie, le sentiment que j'avais, c'est qu'est-ce que je voudrais tellement avoir 2 ou 3 ans et tout recommencer comme ça, parce que ce serait tellement différent. Je sentais que c'était tellement différent. Voilà, les enfants quand ils arrivent dans cette école,
Et on leur dit pas aujourd'hui il y a ça, aujourd'hui il y a peinture ou aujourd'hui il y a collage. Ils vont là où ils veulent et de les voir se mouvoir et s'épanouir comme ça, c'est juste magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Je vous coupe Oui. un instant parce que je l'ai pas entendu, mais de mémoire, ils disent justement qu'en Finlande, ces enfants qui s'épanouissent de cette manière, et vous le confirmez parce que c'est beau à voir, une fois adultes, il y a quasiment aucune dépression. C'est dire si les enfants là-bas sont en harmonie avec Ouais. eux-mêmes. Je vous laisse Ah poursuivre. Non, mais mes petits enfants, donc, qui sont dans cette école, sont les enfants de ma fille, donc, qui a créé cette école, et donc, ils ont aujourd'hui 8 et 5 ans. On vient de passer une semaine de vacances avec eux, mais ce sont vraiment des enfants merveilleux à tout point de vue. Épanoui. Oui, épanoui, voilà, c'est ça. Non seulement ils savent lire, écrire, compter. Ma petite fille qui a 5 ans et elle est aujourd'hui en niveau dans cette école Montessori, elle est en niveau CE2 à 5 ans et c'est juste extraordinaire, voilà. C'est un épanouissement, non seulement un apprentissage parce qu'ils sont effectivement largement du niveau, sinon bien au-dessus du niveau des écoles classiques, mais en plus ils sont magnifiquement épanouis. Alors maintenant, la tolérance. Vous savez, il y a différentes manières d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet immense. Moi, je crois que l'enseignement majeur de Spinoza, c'est de nous enseigner, c'est d'être allé jusqu'au bout du caractère unique de Dieu. Vous savez, les trois religions monothéistes, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont basées sur cette idée que Dieu est un. Le judaïsme en particulier, sa profession de foi, c'est écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu est un et il n'y a pas d'autre Dieu, etc. Donc Dieu est un. Et Spinoza dit mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Est-ce que ça veut simplement dire que il est un par rapport au fait qu'avant ou que chez les Grecs ou chez les Romains, il y avait plusieurs dieux. Et nous, Juifs, on dit autre chose, on dit Dieu est un. Il dit c'est peut-être ça, mais c'est pas seulement ça. Et il en vient à aller jusqu'au bout de l'idée de monothéisme qui est de refuser tout dualisme. Et le refus du dualisme lui fait dire mais si Dieu est un, alors nous ne sommes qu'un. Nous ne faisons qu'un. Et lorsque nous envisageons effectivement notre rapport à l'autre sous cet angle, à savoir que nous ne faisons qu'un, la question de la tolérance, elle ne se pose même pas. Il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus noir, il n'y a pas de plus juif, il n'y a pas de plus blanc, il n'y a pas de plus qu'on veut, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Nous ne faisons qu'un. Nous faisons partie de la même humanité, nous avons chacun notre spécificité et notre unicité, et en même temps, nous ne faisons qu'un. Alors maintenant, il y avait un autre aspect dans votre question qui était celui de l'enfant battu, la femme violée, etc. C'est-à-dire qu'on peut reporter sur l'autre la douleur, on n'a pas envie d'être tolérant parce que voilà, on supporte pas les Allemands parce que par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est ça que je voulais, c'est cette partie-là. Émotionnellement, parfois on est dépassé, on est dépassé à l'intérieur. Alors il y a un personnage dans mon livre qui a une réplique à un certain moment. Alors c'est un petit peu loin dans ma mémoire, surtout que je suis en train d'en écrire un autre, donc il faut que je me remette un peu dedans. Mais il y a un personnage dans mon livre qui ça se passe donc dans cette espèce de tribunal qui est là où l'on va juger Spinoza. Et donc un témoin qui va interpeller celui qui a tenté d'assassiner Spinoza et qui va lui dire mais quelles sont donc les blessures qui sont au fond de ton cœur qui te font si mal que tu crois pouvoir les guérir en t'attaquant aux autres. Tout à fait. Voilà, je crois que c'est. Et donc ma réponse à votre question, elle est là, et c'est une réponse que fait ce personnage de mon livre qui devrait nous interpeller tous. Quelles sont les blessures au fond de moi qui me font si mal et qui font que quelquefois je pète les plombs et que je m'en prends à l'autre, que je l'agresse, que je médise à son égard, que je le maudisse. Voilà, qu'est-ce qui m'a profondément blessé et que je vais chercher à guérir en m'en prenant à autrui. Voilà, je crois que là vous avez la réponse à votre question. Oui, bien sûr, les souffrances. Vous savez, il m'arrive et je suis en train de l'écrire autrement et sous un autre aspect.
mais il m'arrive souvent de dire que, je vais le dire autrement, regardez, les crimes qui nous paraissent les plus odieux, ce sont ceux qui s'en prennent à l'innocence. Quand un terroriste vient vider sa Kalachnikov dans une salle de spectacle, il s'en prend à des innocents. Quand un fou furieux envoie des millions de gens dans une chambre à gaz, il s'en prend à des innocents. Lorsque un serial killer va descendre, va abattre 60 gamins dans un lycée aux États-Unis ou en Norvège, il s'en prend à des innocents. Et là, la question qui m'a toujours interpellé, ça a été, mais qu'est-ce qui a été brisé? Comment est-ce qu'on s'en est pris à leur innocence à eux pour qu'ils s'attaquent à l'innocence des autres? Et je suis profondément convaincu de ça. Je crois que on ne vise des innocents que parce que notre propre innocence a été humiliée. Ça, c'est une réponse. Voilà. Non, mais je suis assez d'accord. Alors, on va poursuivre. On revient à Spinoza. Et c'est pas une excuse. Tout à fait. Vous savez, on pourrait l'entendre. Ah, bah, vous cherchez. Non, je cherche à rien excuser du tout. Ni Hitler, ni le mec qui a fusillé, je sais plus combien de centaines de gamins en Norvège, il y a quelques années. Non, il y a rien à excuser. Il y a juste à comprendre que forcément, il y a un moment où leur innocence a été humiliée. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'invite à chaque fois que je peux tous les parents notamment, à être extrêmement vigilants par rapport à tout geste, à toute parole, à tout comportement que l'enfant pourrait vivre comme une humiliation. Tout à fait. Parce que un jour ou l'autre, ça se paye. Et parce que l'humiliation, c'est effectivement une atteinte à l'innocence de l'enfant. Et l'atteinte à l'innocence de l'enfant, c'est à l'origine des crimes les plus odieux de l'humanité. Je repars sur Spinoza et je vais vous parler. La source, j'en suis pas sûr. Mais on va partir d'abord sur votre 4e de couverture, où Spinoza dit « Ne nous appartient-il pas d'inclure au lieu d'exclure, de voir en l'autre une possible richesse et, avant cela, de regarder au plus profond de nous ce qui nous dérange en lui ». Et derrière, j'ai une phrase, John Juice, visiblement un auteur belge, que je ne connais pas, ça va m'amener à une question derrière, il dit « Il vaut mieux se laisser exclure d'une société folle que de s'y intégrer en s'excluant ». Et moi, à travers ces deux parties, ce que disait Spinoza, à la fin de son procès, il se pose les grandes questions en se disant « Je vais certainement être exclu de la communauté, est-ce que j'aurais pas dû parler autrement ?» Il se reprend et il se dit « Bah ouais, mais moi c'est ce que je pense, c'est ce que je suis ». Et il préfère être exclu. Lui a choisi finalement de s'exclure de sa communauté. C'est là où il y a peut-être une petite confusion, pour moi. Oui, il a choisi de s'exclure, de se faire exclure. Mais de se respecter. C'est vrai qu'une fois qu'il est exclu et que ses camarades viennent lui dire « mais fais appel, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça », il dit quelque chose, je me souviens plus de la phrase exacte, mais c'est on ne me force à rien que je n'eusse voulu moi-même, que je n'eusse choisi moi-même si je n'avais craint le scandale. Autrement dit, il vient nous dire, en fait, j'avais envie de quitter cette communauté, mais j'ai pas osé. J'ai pensé que ça ferait beaucoup de remous. Comme j'ai pas osé, la vie m'a rattrapé et ce que je voulais profondément, c'est ce qui s'est réalisé. Et c'est le meilleur pour moi. En fait, tout à fait, c'est ça, c'est ce que l'on voit de toute façon. Voilà. Et j'ai écrit avec ma femme un livre il y a quelques années, donc parmi les 6, vous avez dit que j'en étais à mon 6e, parmi les 6, j'en ai écrit un avec mon épouse Nicolas Klein qui s'appelle Et si la vie voulait le meilleur pour nous. Dans ce livre, effectivement, on a voulu dire que les choses n'arrivent pas par hasard et que lorsqu'une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir derrière. Lorsque l'on rate son examen de médecine, c'est souvent vécu par un drame, mais en fait c'est peut-être aussi que ta vie veut le meilleur pour nous, parce que le garçon, la fille qui rate effectivement ce que les parents voulaient, que le gamin il fasse médecine, que le gamin croit qu'il voulait profondément faire médecine, mais quelques années plus tard, il va se rendre compte que c'est devenu un grand artiste qu'on voit sur tous les plateaux télé à chanter tous les prime time de TF1 ou de France 2. Et là, forcément, on se dit heureusement qu'il a raté médecine, heureusement qu'il ou elle a raté médecine. Et donc
voilà, on a des histoires comme ça de gens qui ont eu un accident ou de gens qui ont raté l'avion, qui s'est écrasé, etc. Il y en a des tonnes. Voilà, il y a plein de gens qui vont nous raconter qu'ils se sont fait virer de leur boulot, que ça a été une catastrophe parce que mais cette catastrophe, elle a donné quelque chose d'incroyable parce d'autres opportunités. Voilà, il y a une autre opportunité qui s'ouvre et donc, mais si on le vit vraiment comme ça, que la vie veut le meilleur pour soi, alors il y a pas de catastrophe, hein. Moi, je me souviens d'un jour, il y a une quinzaine d'années, un ami qui était catastrophé par le fait que sa femme lui ait dit, j'ai quelqu'un d'autre, on divorce. Effectivement, quand on vous annonce ça comme ça, c'est terrible. Et quand on est ami de cette personne-là, on peut pas ne pas soutenir, ne pas écouter. Mais en même temps, j'étais déjà dans cette démarche-là et j'avais envie de lui dire, si la vie voulait le meilleur pour toi. Mais il y a des moments où c'est difficile. C'est comme venir dire à un malade qui est dans son lit, mais c'est important de voir le positif. Le mec est en train de souffrir, le martyr. C'est difficile de dire ça. Et donc, mais quand même, j'avais envie de dire et si la vie. Donc, mais je l'ai pensé très fort et peut-être que je l'ai un petit peu amené. Et quelques mois plus tard, ce garçon qui n'arrivait pas avec sa précédente femme à avoir d'enfants. Je le revois, il m'annonce qu'il s'est remarié, que sa femme est enceinte, et voilà, et là t'as vraiment envie de dire, mais tu vois, la vie a vraiment voulu le meilleur pour toi, et je sais qu'ils sont encore ensemble et que tout va très bien. Donc je crois que vraiment, si on s'applique profondément, mais vraiment profondément ce principe, si on le met sur le magnète de son réfrigérateur, et si la vie voulait le meilleur pour moi, on voit là aussi les choses de façon différente. Et Spinoza, j'ai souvent dit au cours des interviews que j'ai accordées ces dernières semaines que j'avais fait du spinozisme sans savoir pendant bien des années, que tous mes livres sont du spinozisme. Je pense que Spinoza aurait pu écrire ce livre-là et si la vie voulait le meilleur pour nous, parce que c'était effectivement sa façon de penser. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez fini par écrire un livre sur Spinoza, hein, un petit peu. Oui, c'est possible. Je ne le pensais pas, mais c'est venu comme ça. Et sans doute que la vie a voulu le meilleur pour moi. C'est pas mal déjà. Quand je vois tout ce que vous avez déjà fait, on va justement. Je voulais donner 2-3 petites informations parce que ce livre, c'est un roman. Ça se lit, mais vraiment avec passion. Moi, j'avais plein d'images dans la tête, même si j'ai pas vécu cette époque. Mais vous vous êtes documenté dans les travaux réalisés par différents spécialistes de cette époque à partir des textes de Spinoza lui-même. Vous avez retrouvé, je viens de le dire, donc différents spécialistes. Et ça, on le retrouve, c'est un petit hommage que vous faites en postface afin de donner toutes les sources au lecteur. J'ai trouvé ça très très bien parce que à travers ce roman, on est vraiment dans une réalité historique. Donc ça, on le retrouve dans la préface. Qu'est-ce qu'on pouvait rajouter également ? C'est les éditions Albin Michel. J'ai cru savoir qu'on ne doit pas être loin du livre de l'été. Non ? Vous êtes dans les romans super bien classés parce que j'ai vu pas mal de choses, mais je me souviens plus très très bien. Vous étiez pas en compte. Alors ça j'espère effectivement que c'est un livre de l'été et qu'il y a plein de gens sur les plages en ce moment qui sont en train de lire le procès de Spinoza. Ce que je sais, c'est par contre, c'est qu'il est en lice pour être pour le prix du meilleur roman historique 2021. Ah donc, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est une chose. Voilà, je sais pas s'il le sera, mais en tout cas le fait d'être en liste c'est déjà bien. C'est un peu comme être nominé pour un film ou pour un Molière, donc être nominé c'est déjà bien. Donc je suis heureux qu'il soit en liste pour ce prix du meilleur roman historique. J'ai pas été le seul à le trouver bien, et même très très bien, parce que je vois que même sur la Fnac, vous êtes classé avec plein d'étoiles partout, des étoiles plein les yeux, il y en a 5, et j'ai retenu 2 petites choses qui résument très très bien, 2 phrases que j'ai prises de lecteurs. Il y en a un qui dit, dans ce livre, nous nous retrouvons au procès, et même dans les délibérations du jury, nous mettant au cœur de l'intrigue avec les jeux de pouvoir et les manipulations. C'est vraiment ça, c'est un roman, on est dans un procès, on a la première partie de la vie à Spinoza, comment il arrive justement à penser par lui-même au bout d'un certain temps, et puis la deuxième phrase, c'est l'empreinte romanesque passe presque inaperçue tant elle s'intègre parfaitement dans la biographie du grand philosophe. Je trouve que c'est 2 petites phrases qui résument et c'est vraiment très très chouette. En tout cas, moi j'invite vraiment à lire ce magnifique roman, Le procès de Spinoza aux éditions Albin Michel. Allez, on va poursuivre. Jacques, on arrive en septembre, c'est les portes ouvertes de l'École européenne des philosophies et psychothérapies appliquées de Bordeaux qui auront lieu le samedi 11 septembre à 18h30. Qu'est-ce que vous allez nous raconter en allant aux portes ouvertes ?
nous parler de Spinoza, par exemple. Oui, alors moi, je suis invité à faire une conférence sur Spinoza, donc à Bordeaux le 11 septembre. Et en même temps, donc, le PA va effectivement dire qu'elle propose comme formation aux gens à Bordeaux ou autour de Bordeaux. Quelquefois, les gens font une centaine de kilomètres pour voire plus pour participer à ces formations, donc qui ont lieu un petit peu partout. Hein, vous l'avez dit, on est à l'EPA est à Reims, à Strasbourg, à Bruxelles, en Normandie, je sais plus où encore, mais voilà, dans plein d'endroits. Je mettrai la liste. Il y a une antenne qui s'est ouverte à Bordeaux. Je pense que les auditeurs peuvent se renseigner en allant sur EEPA. Alors je crois que c'est epa-eu.fr. Mais je pense que de toute façon, en mettant dans Google, en mettant juste EPA, on trouve facilement. Et pour retrouver les indications du lieu et de la conférence et des portes ouvertes. Et les portes ouvertes, c'est pour expliquer donc à ceux qui peuvent être intéressés, qu'ils peuvent effectivement faire ce chemin dont on vient de parler aujourd'hui, ce chemin de retour vers eux-mêmes, ce chemin d'ouverture au monde, de se retrouver soi-même, de sortir effectivement de l'adaptation dont on a parlé, de changer ses croyances. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on apprend à l'EPA. Et on peut faire un futur métier. On peut devenir, alors je sais pas si on dit thérapeute, mais en tout cas psychothérapeute peut-être, derrière cette formation. On peut éventuellement, oui. On peut éventuellement. C'est pas forcément le but. Le but, c'est, moi je dis plus que c'est une école de la vie. Voilà, c'est la raison pour laquelle autant à la Sigmund Freud University, on accueille des jeunes gens qui ont 18-20 ans après le bac et donc qui se destinent à une profession donc de psychologue clinicien. Autant à l'EPA, on accueille davantage des gens qui ont un âge plus avancé, on va dire, et qui s'inscrivent à une école de la vie. Voilà, c'est comme ça que je présenterai les choses. Alors, on va poursuivre avec l'actualité. Cette fois-ci, on va faire un petit tour à Cabourg, en Normandie. Ça fait 17 ans que ce festival existe. Ça s'appelle Une autre façon d'aimer. Ça aura lieu le 11 et 13 novembre au Casino de Cabourg. Pendant 2 jours, il y a plein de rencontres, des conférences, de la musique, des spectacles autour de l'amour, du bien-être individuel et collectif. J'ai envie de savoir, il y a peut-être des invités cette année, si ça va jusqu'au bout. Il y a de merveilleux invités, il y en a eu de merveilleux au cours des 16 précédentes éditions de ce festival, il y en a encore de merveilleux cette année. Il y a notamment Ilios Kotsu, qui est vraiment un garçon formidable. Arnaud Rioux, le spécialiste du chamanisme, qui va nous instruire davantage de cela. Isalou Regen, qui vient de publier chez Albin Michel un livre qui s'appelle Open, donc pour s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, qui est une fille tout à fait merveilleuse. Donc il y a plein de gens, on peut en retrouver la liste sur grandfestival.fr. C'est encore plus facile que EPA, donc grandfestival en un seul mot.fr. Et il y a tout le programme du festival et on attend beaucoup de monde. Les gens sont impatients de retrouver ce genre d'événements après tant de mois de confinement. Et on n'a jamais eu autant d'inscrits à cette période de l'année, donc à 2 ou 3 mois de l'événement que cette année. Donc c'est un bon signe. J'invite tous ceux qui ont envie d'aller davantage sur ce chemin-là, de nous rejoindre. Cabourg, les gens viennent de partout. Hein. Il faut pas s'imaginer que c'est un événement normand. Les gens viennent de tous les coins de France. Ils viennent beaucoup de Belgique. Voilà, ils viennent de l'étranger pour participer à cet événement sur 2-3 jours. Cabourg est une station très sympathique, donc on peut joindre l'agréable à l'agréable, si je puis dire, en participant aux conférences et en profitant donc d'un joli week-end, éventuellement en famille en Normandie. Vous en parlez tellement bien qu'on va tous venir, si ça continue. Voilà, grandfestival.fr. Ouais. Alors, justement, que ce soit le livre du procès de Spinoza, le festival de Cabourg, ou encore, j'ai dit le EPA, eh bien, on aura les liens directement sur la radio, je les remettrai sur Facebook, et puis nous, Jacques, on va rester avec la famille, puisqu'on va retrouver Charles, un ami depuis plus de 15 ans, et puis on s'était un petit peu perdu de vue, et puis c'est grâce à lui que j'ai pu obtenir cette belle interview avec vous. Et puis on va finir avec Charles qui a écrit une chanson, il l'a composée, les arrangements sont de Philippe Laroche, ça s'appelle
comme par hasard, une autre façon d'aimer. Ça vous dit quelque chose? Eh ben voilà, en tout cas, un grand merci à vous, Jacques. Charles, merci à vous, Dominique. On finit en musique, une autre façon d'aimer. Et puis j'espère qu'on se retrouvera au plaisir de partager une nouvelle interview aussi passionnante que celle-ci. Merci, Jacques, et à bientôt. Une autre façon d'aimer, je n'y avais pas pensé. C'était là devant moi, mais je n'y croyais pas. Une autre façon d'aimer même mon passé, de me sentir aimé, d'une autre façon d'aimer. Regardez aujourd'hui qui je suis sans regret, sans ressentiment, ni jugement et sans larmes. D'avoir un avis sur un monde défait, d'avoir qu'une seule envie, déposer là ses armes. S'opposer à tout ça me rend triste et amer. De la faute à qui? Manque de repères. La question est posée, qu'est-ce que je vais en faire? Prendre la vie du bon côté, vivre à ma manière. Une autre façon d'aimer, je n'y avais pas pensé. C'était là devant moi, mais je n'y croyais pas. Une autre façon d'aimer même mon passé, de me sentir aimé, d'une autre façon d'aimer. On peut tous changer les choses, ça commence par faire une pause. Je le dis, je le propose, ma devise, j'y vais, j'ose. Que l'on vienne d'ici, que l'on vienne d'ailleurs, quelles que soient nos blessures, nos angoisses et nos peurs. S'offrir un cadeau, vivre un monde meilleur. Une autre façon d'aimer, je n'y avais pas pensé. C'était là devant moi, mais je n'y croyais pas. Une autre façon d'aimer même mon passé, de me sentir aimé, d'une autre façon d'aimer. Une autre façon d'aimer, je n'y avais pas pensé. C'était là devant moi, mais je n'y croyais pas. Une autre façon d'aimer même mon passé, de me sentir aimé, d'une autre façon d'aimer. Une autre façon d'aimer, je n'y avais pas pensé. C'était là devant moi, mais je ne la voyais pas. Radio Connex, enfin une radio qui nous connecte. Connex.